Tous les discours que vous avez entendus, cette hostilité à destination d'Israël cette année, ça ne concerne pas Gaza, ça concerne Israël. Ça a toujours été Israël le problème, l'existence même d'Israël. Je vous le dis, jusqu'à ce qu'Israël, jusqu'à ce que l'État juif soit traité comme les autres nations, jusqu'à ce qu'un marécage antisémite soit asséché, l'ONU sera considérée par les gens justes comme rien de plus qu'une farce méprisante. L'ONU, un marécage antisémite, Samantha. Les mots sont quand même plus que forts. C'est fort. Oui, c'est le discours. Chaque fois que vous critiquez les actions d'Israël ou les actions de Netanyahou, on vous accuse d'être antisémite. C'est comme si vous critiquez Michel Barnier ou Emmanuel Macron et que vous êtes anti-français. Il faut avoir le droit de critiquer Israël. Quand Israël commet des crimes, il faut avoir le droit de le dire. Il faut justement traiter Israël comme on traite tous les autres pays. Et c'est ça le problème. Et c'est ça que beaucoup de gens à l'ONU qui travaillent avec Israël, qui travaillent à Gaza, qui travaillent en Israël, ont un problème. Vous parlez aux représentants de l'UNRWA, justement, qui sortent de Gaza. Ils disent que dans toute leur vie, ils n'ont jamais vu de conflit aussi meurtrier. Ils ne se sont jamais sentis autant en danger. Et quand vous pensez au personnel... Alors, il y a eu des gros problèmes avec l'UNRWA à Gaza. Oui. Il y a des gens de l'UNRWA qui travaillaient pour le Hamas, qui ont même été, si je ne me trompe pas, facilités le 7 octobre. Donc, il y a de gros problèmes, évidemment. Mais ça n'empêche pas que... Il faut que l'Israël respecte le droit international comme tous les autres pays. Et quand elle ne le fait pas, il faut pouvoir critiquer Israël sans être appelé antisémite. Point. L'UNRWA, dont on dit qu'elle est potentiellement une des candidates pour recevoir le prix Nobel de la paix dans quelques jours, qui est évidemment aussi une possibilité qui ferait beaucoup parler. En tout cas, non, on n'en est pas encore là. Mais écoutons la réaction du président turc. Lisons la réaction. Lisons la réaction du président Erdogan aujourd'hui. Je me suis trompée. Voilà, aujourd'hui, qui lui, évidemment, est en défense de l'ONU. Israël défie sans vergogne le secrétaire général de l'ONU. 196 pays dans le monde le soutiendront probablement. Qui êtes-vous pour prendre un édit contre lui? Sophia Amara, est-ce que ça vous étonne, ces paroles du président turc? Non, ça ne m'étonne pas. Mais je veux dire, où en est-on? Venant d'Erdogan, c'est pas nécessairement la personne la plus pour donner des leçons. Pour donner des leçons pour d'autres raisons. Mais pour en revenir à l'ONU, et je rejoins tout à fait ce que vous dites, ce comportement-là. Mais Benjamin Netanyahou joue dessus. Moi, j'ai des amis qui sont en Israël et qui me racontent, qui ont pu entendre, assister à des soirées, tout en étant eux de gauche, mais à des soirées où lui se trouvait, où ses proches. En fait, il joue sur cette fibre-là vis-à-vis des Occidentaux qui ont un énorme problème. En France, on pourrait appeler ça le syndrome de Vichy. Ailleurs, après les horreurs, l'innommable qui a été commis en Europe pendant la Deuxième Guerre, qu'il ne faut évidemment jamais oublier. Mais au Moyen-Orient, les gens n'en sont pas du tout responsables. Quand l'horreur était commise sur les territoires européens, les Palestiniens et les Juifs, Arabes et chrétiens vivaient ensemble. Les Juifs fuyaient dans le Maghreb pour être à l'abri. Donc Netanyahou venir s'adresser, prendre en otage les Occidentaux avec ce marécage d'antisémitisme, en fait c'est ignoble, c'est contre-productif, c'est générateur d'antisémitisme et c'est faire insulte à tous ceux qui sont morts du fait de l'antisémitisme et particulièrement les 6 millions de Juifs tués dans les camps de la mort en Europe. Donc ça veut dire qu'il le sait très bien, Benjamin Netanyahou, et il joue dessus pour espérer obtenir un blanc-seing, en fait, qu'on ne lui dise rien. Évidemment, il paralyse, il tétanise. Volontairement. Et il y a un très très grand auteur israélien qui a très bien décrit cela, et mieux que moi, qui aujourd'hui n'est plus des nôtres, Amnon Kapeliuk, qu'il faut lire et relire, qui est un grand historien israélien, et qui décrit ça dans Hébron, un massacre annoncé. Et donc, c'est pas nouveau, sauf que Netanyahou joue dessus... parfaitement bien. La référence est prise, Samantha. Et avec tout ça, une chose dont on ne parle presque plus aujourd'hui, ce sont les otages.
là, on arrive à l'anniversaire du 7 octobre. Bien sûr. Il va y avoir 2 commémorations en Israël, une qui sera officielle et l'autre sera par les familles et par des milliers d'Israéliens qui vont se joindre aux familles et qui vont dire, voilà, maintenant avec cette guerre au Liban, avec cette potentielle guerre, la guerre au Liban et la potentielle guerre avec l'Iran, on oublie complètement le sort des otages. Et ça, c'est une chose que Netanyahou sait, est conscient de ça, mais comme sa cote est en train de monter depuis l'intervention au Liban, eh bien, ça passe sous le tapis. D'autant qu'il avait dit il y a une semaine justement que ce qui se passait actuellement au Liban pouvait permettre de faciliter le retour des otages, avait-il dit, même si on ne sait pas bien ce qu'il y avait derrière ça. Strictement aucun rapport. Exactement. C'est juste une manière de dire je n'oublie pas cette question. Je réponds à la grogne. C'est un ratage de ma politique. Le résultat d'un ratage de... Bernard Hourcade, bonsoir. Je vous fais rentrer sur le plateau, comme on dit, en majesté. Venez vous asseoir, je vous en prie. Bonsoir Bernard Hourcade, vous êtes géographe, vous êtes spécialiste de l'Iran, où vous avez vécu 5 ans au début des années 80. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, membre du comité de rédaction d'Orient 21, la revue en ligne sur le Moyen-Orient. C'est ce qu'on appelle un CV. Voilà, c'est un CV important, j'avais envie de le souligner. Merci. Nous sommes à 3 jours justement du premier anniversaire de l'attaque terroriste sans précédent du Hamas sur le sol israélien. Ali Khamenei, le guide suprême iranien, 85 ans, a aujourd'hui mené la grande prière du vendredi devant des milliers de fidèles dans la mosquée Mosalla de Téhéran. Ce qui est rare. La dernière fois qu'il l'avait fait, c'était en 2020. Et son prêche était en partie aujourd'hui prononcé en arabe. Avant la prière, debout à un pupitre, on l'a vu caresser de la main le bout d'une Kalachnikov qui était posée verticalement juste à côté de lui. Et voilà, on le voit, on voit ce détail à l'image. Et voici exactement ce qu'a dit le guide suprême. On l'écoute. La brillante opération menée par nos forces armées au cours des 2 et 3 nuits précédentes était tout à fait légale et légitime. Bernard Hourcade, est-ce qu'il faut prendre au sérieux et comment interpréter le fait que le guide suprême iranien ait volontairement déclamé ce prêche aujourd'hui lui-même alors qu'il ne le fait pas? Est-ce que cela veut dire quelque chose? Oui, tout à fait. On s'attend d'habitude à ce que l'Iran ait un discours belliciste, disant nous allons attaquer Israël et vaincre Israël rapidement avec l'aide de nos amis du Hamas et du Hezbollah. Oui. Et cette fois-ci, il a dit nos amis du Hamas et du Hezbollah sont assez grands tout seuls pour se débrouiller face à Israël. Ah, c'est une différence de taille. C'est une différence de taille. Il n'a pas dit en ces termes, mais ça voulait dire cela. À une certaine époque, on encourageait les miliciens iraniens, les gardiens de la Révolution, à partir vers le Liban pour encourager le combat contre Israël. Est-ce que ça veut dire qu'on les laisse tomber, du coup, du côté iranien? Laisse tomber, non. Mais le soutien est plus politique que militaire ou autre. Ça veut dire qu'on ne prend pas tout à fait le risque de les soutenir, absolument, militairement. Il y a un changement, je crois, fondamental de stratégie de l'Iran. Nous ne sommes pas en 1980. L'Iran, pour se protéger, pour défendre la patrie iranienne attaquée par l'Irak, a développé un certain nombre de proxys derrière les lignes, en Syrie notamment, et au Liban, pour attaquer Israël, qui était, et les Français ou les Américains qui étaient au Liban à l'époque, le camp Drakkar, etc. Oui, en 83. Ensuite, il y a eu le combat avec l'Arabie Saoudite, qui a justifié de soutenir les Houthis du Yémen, par exemple, contre l'Arabie. Mais c'était une époque. Aujourd'hui, la République islamique est en danger. D'abord, elle a 45 ans d'âge. À l'intérieur, la crise économique est colossale. Oui. Et même les conservateurs ont bien constaté que pour s'en sortir, vu les problèmes sociaux qu'il y a eu, Mahsa Amini et les femmes, et ce n'est pas le pire des problèmes iraniens, si on peut dire, ils ont besoin de lever les sanctions. Et pour cela, il ne faut pas fâcher complètement les États-Unis et l'Occident. D'où cette espèce de jeu qui se joue entre le guide suprême d'un côté et le président iranien de l'autre, qui récemment, la semaine dernière à New York, tenait des propos que l'on
pouvait considérer comme d'ouverture pour revenir dans le jeu avec les Américains. Tout à fait. Il avait le discours de Ratami en 97, le leader réformateur. Et ça qui est extrêmement important, il y a un changement de stratégie. Ça ne veut pas dire que l'Iran va abandonner ses amis de 40 ans. Non. Mais c'est un changement de stratégie très important qu'il faut prendre en compte. Et l'attaque par missile du 1er octobre, il faut l'interpréter dans ce sens-là. Dans ce cas-là, expliquez-nous pourquoi il y avait justement cette arme qu'on a vu posée à côté de lui. Anne l'a dit d'ailleurs, elle est caressée, cette arme. Elle est vraiment du bout des doigts. Elle est là, mais elle est bien à côté de lui. Ce qui pourrait. C'est la tradition ? C'est la tradition. Systématiquement ? Parce qu'on semble ne jamais l'avoir vue, cette arme. Non. Dans toutes les prières du vendredi, l'imam de la prière de vendredi dans le rite chiite, à la République islamique, avait soit un sabre, jadis, pour montrer qu'il est le chef de la communauté et prêt à défendre par les armes, s'il le faut, la communauté des croyants. Là, ce n'est plus un sabre. Vous voulez dire que le sabre s'est transformé en Kalachnikov ? Mais c'est un rite traditionnel, ça n'a rien de spécial pour cette orchestre. Donc, contrairement à tout ce qu'on a pu lire et dire, ça veut dire qu'en fait, ça n'a pas de portée particulière, surtout ce n'est pas un message envoyé à l'Occident, notamment aux États-Unis. Mais c'est un message éternel du prière de la vendredi. Que nous invitons des spécialistes, puisque nous ne sommes pas spécialistes de l'Iran. Mais vous voulez nous dire qu'un autre prêche du vendredi dernier, qui n'était pas déclaré par le guide suprême, la Kalachnikov était présente ? Autant que je sache, il y a toujours l'arme est là. Elle est peut-être discrète, mais elle veut dire quelque chose. C'est partie du scénario. Bien sûr. Sophia Amara. Oui, de Baghdadi aussi, le chef de Daesh arrivait avec son arme et la posait, la mettait bien en évidence. Ce qui change ici, aujourd'hui, c'est que on voit cette Kalachnikov, il la touche. Et ça n'a jamais été mis en scène, il me semble, de cette manière-là. Et j'ai l'impression que cela veut renvoyer un message. C'est une façon de donner le change, puisque l'Iran n'assure avec ses proxys que le minimum syndical, c'est-à-dire par le verbe, c'est aussi une façon de dire, même si on ne combat pas, voilà, on a une Kalachnikov. C'est vraiment... ça reste à portée de main. Ça reste à portée de main, c'est une façon de donner le change qui ne convaincra personne, j'en suis sûre, mais l'Iran est tellement décrié aujourd'hui à Beyrouth, dans les milieux chiites, et parmi les populations déplacées du fait de cette guerre qui, d'une certaine manière, leur a été imposée sur un agenda de Téhéran, eh bien, c'est une façon de dire, nous aussi, on participe au combat, même si dans le même discours, il a dit Palestiniens et Libanais. Comme on dit en anglais, you're on your own, vous êtes tout seul et nous on vous supporte de loin, et en fait l'Iran combattra Israël jusqu'au dernier Arabe, jusqu'au dernier Palestinien et jusqu'au dernier Libanais, mais jamais un Iranien n'ira mourir pour mais cette ce n'est cause. plus d'actualité. La priorité de l'Iran aujourd'hui, c'est sauver la République islamique. Voilà, justement, j'allais vous poser cette question, est-ce que l'Iran est toujours guidé par justement son objectif prioritaire, c'est-à-dire sa propre survie ? Sa propre survie et non pas la destruction d'Israël. On fait de la destruction d'Israël le but final de la République islamique d'Iran. C'est un objectif. Combien de pays ont quitté la salle à l'ONU quand Netanyahu a pris la parole ? Beaucoup de pays dans le monde ne reconnaissent pas Israël. Donc, sans pour autant aller faire une guerre contre Israël. Donc, l'Iran rappelle cela de façon véhémente, ferme. Et effectivement, Khamenei a fait la prière du vendredi, vous le disiez, depuis 2 ans, il ne l'a pas faite. Donc, il le fait avec concentration, en appliquant les règles. Et l'Iran, aujourd'hui, a un débat cornélien. Certains disent, on ne peut pas abandonner nos proxys. On sait que la rue arabe, en particulier, s'est félicitée de l'attaque iranienne contre Israël du 1er octobre, en disant, enfin, quelqu'un va réagir contre Israël. C'est cela. Et donc l'Iran soutient aussi cette façon d'être. Je suis un des leaders du monde musulman contre une puissance régionale sioniste. Bien sûr. Donc, mais en même temps, ils peuvent aller trop loin parce que pour sauver la République islamique, il ne faut pas froisser les Américains et trouver une solution avec eux.